Bonjour à tous. Bonjour, nous sommes Tsunagari Taiko. On espère que vous passez un bon moment à la Japan. Voilà, donc nous sommes école, à la fois école et le groupe de tambour japonais et aussi Awa Odori, la danse Awa. Alors nous sommes là, ce n'est pas que pour le Taiko et Awa Odori. Aujourd'hui, on va présenter, c'est quoi? C'est l'art populaire au Japon. Et ensuite, en France, c'est quoi? Ça veut dire quoi de apprendre ou de faire ça en France? Alors déjà, c'est quoi un art populaire, et particulièrement japonais? Quelque part, l'art populaire s'oppose à l'art élitiste ou à l'art de scène. Un art populaire, c'est quelque chose qui est partagé, qui est dans la rue, qui se vit dans le quartier, qui se vit dans le village. Par exemple, en France, on avait beaucoup de fêtes pour les vendanges. Ce sont des formes populaires de danse, de rythme, etc. Au Japon, c'est similaire. En été, il y a beaucoup de festivals populaires dans les villages, dans les quartiers, où les gens dansent, jouent des tambours, font plein de choses en fait, mais qui ne sont pas des arts, on va dire, nobles, au sens où ça se jouait devant la cour, où c'était des formes scéniques, etc. Et donc, ce sont des musiciens ou les danseurs qui sont habituellement dans le commerçant, ou habituellement qui fait le fonctionnaire, habituellement qui dans l'enseignement, le professeur, et les enfants, et tout, etc. Ça, c'est la particularité de l'art japonais populaire, et non pas au sens professionnel élitiste. Donc, par exemple, il n'y a pas d'école à la base pour apprendre ces arts. Ce sont des pratiques. Si on a envie de danser l'été, eh bien, on s'y prend quelques mois avant, on contacte une troupe, et puis on la rejoint, on apprend les pas, on apprend les rythmes, et on démarre. Ce ne sont pas des apprentissages au long cours, ce ne sont pas des gens qui font des solos, qui font des tournées, il n'y a pas de scène ou alors des scènes de quartier. C'est vraiment quelque chose accessible à tous. Voilà, donc ça c'est la particularité. Une autre particularité, c'est qu'ils sont beaucoup plus ouverts et accessibles et en même temps très traditionnels dans le sens, il y a la transmission. Par exemple, Awa Odori, que par exemple Takarabune qui fait, et puis demain aussi il y aura sur le scène Ichigo, ils vont faire vers 16h15. Par exemple, ou ce qu'ils font, c'est à la fois la transmission de génération en génération, parce que ça fait 400 ans que ça existe, et en même temps, il y a aussi le côté moderne, parce que nous sommes là, les jeunes, on est là. Donc, on a aussi le touche des jeunes générations. Donc ça, en fait, ça fait transformer petit à petit, au fur et à mesure le temps qui passe. Donc ces arts populaires, il n'y a pas une façon. Il n'y a pas le vrai Awa Odori, le vrai Taiko, le vrai Shinobu. Ça évolue, chaque région a ses particularités, chaque groupe a ses particularités, chaque quartier a ses particularités. Donc il n'y a pas le taiko japonais, l'Awa Odori japonais. Il y a l'Awa Odori de tel quartier, de tel groupe, de telle personne. Et ça évolue comme ça. Il y a des bases fondamentales et le reste se modernise et évolue. Donc ce sont vraiment des arts vivants et non pas des formes d'art mortes que l'on perpétuerait par mémoire. C'est vraiment du quotidien, c'est du présent, ça s'appuie sur le passé et ça permet de créer du lien au présent entre les gens. Très bien, donc je vais vous montrer là maintenant Awa Odori et c'est le numéro que j'ai créé. Alors, je vais un peu me présenter Ayuko. Moi, je suis venue en France à la base pour apprendre le mime. Alors, école Marcel Marceau qui était très connue au Japon même. Eh bien, je suis venue pour ça. Et j'ai appris, moi j'étais le dernier disciple de Marcel Marceau. Eh bien, j'ai bien appris plein de choses. Et j'étais hallucinée de ce grand artiste qui faisait de tout. Et j'ai appris plein de choses. Et aujourd'hui, je fais presque plus de mime. Mais vous allez voir, dans la danse que je vais mimer, en fait, un personnage, vous allez deviner ce que c'est. Ça, c'est mon numéro. Mais ça est inspiré aussi le groupe où j'ai été. Le monsieur, il avait 80 ans et il faisait un mouvement très drôle. Alors, j'ai inspiré de cela. Donc, vous allez deviner ce que c'est que je vais mimer.
Alors, à votre avis, c'était quoi? C'était quoi ce personnage? Il avait trop bu. Il avait trop bu du saké, effectivement. C'était pas du vin rouge. Alors, donc ça venait de mon imagination, mais il y a un peu comme ça dans le Awa Odori, la liberté. La liberté qui fait que les jeunes puissent aussi prendre un petit peu de place petit à petit. Alors, l'histoire d'Awa Odori. Moi, j'ai commencé Awa Odori depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Donc, j'ai été dans un groupe qui était des enfants du quartier. Et en fait, le groupe qui est créé, c'est souvent comme ça. Ce sont des commerçants qui créent avec leurs propres moyens. Et le tambour, ça coûte cher aussi. Hein? Ils créent et donc, ils vont acheter des taïkos et danser, répéter dans l'école, là où il y a le gymnase. 3 mois avant, en tout cas là où j'ai été, 3 mois avant, on a préparé pour l'été. Eh bien, il y avait les enfants, il y avait les grands, il y avait les personnes un peu âgées. Et c'était vraiment, c'est la génération vraiment intergénérationnelle, quoi. Donc, on a beaucoup bossé au gymnase et ensuite, pendant l'été, on montre. C'est vrai que c'est pas la même chose. Quand vous regardez sérieusement. Au Japon, pas forcément. C'est comme si quelque chose qui est vraiment à côté de nous, parce que ce sont des boulangers qui dansent, parce que ce sont des gens qu'on connaît qui dansent. Donc, c'est très proche. Les gens sont... Donc, je danse dans la rue comme ça. Les gens sont juste à côté, sur le trottoir. On se dit « Ouais !» en train de boire le saké et tout et tout. Eh bien, c'est vraiment quelque chose qui est proche. Ce n'est pas quelque chose qui est comme là un peu... voilà, c'est moins interactionnel peut-être, mais il y a beaucoup plus d'interaction. Eh bien, ça donne vraiment d'énergie. Ça peut durer pour 12 heures comme ça, mais on est vraiment partagé cette énergie qui est incroyable. Donc, ça fait 400 ans que ça existe. Et à votre avis, qui c'est qui finance ça? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que ce sont les gens qui achètent leurs instruments, qui achètent à manger pour les répétitions, louent des salles pour les répétitions? Est-ce que vous pensez que ça serait possible si c'était comme ça? Pas évident. En fait, ce sont les commerçants de quartier qui financent, qui participent, qui donnent de façon à ce que cette activité locale puisse avoir lieu. Donc en fait, sans commerçants de quartier, ça n'a plus lieu puisque il n'y a plus d'activité, il n'y a plus rien, ce sont des cités dortoirs et il ne se passe plus rien. Ou s'il n'y a que des supermarchés, ça disparaît aussi. Donc ça s'appuie vraiment sur un tissu social, à la fois social et économique, qui fait que ça peut avoir lieu. C'est comme les vendanges en France, s'il n'y a plus d'agriculteurs, il ne se passe plus grand-chose. Voilà, maintenant peut-être on y va au niveau du taiko, historique du taiko. Je vous parlais un peu des taiko. Taiko en japonais, ça veut dire tambour, tout simplement. Donc un djembé, c'est un taiko. Le terme exact, c'est wa daiko. Wa parce que c'est la particule qui dit que ça vient du Japon. Puis taiko avec un D parce que quand on met une particule devant taiko, ça devient daiko. Donc wa daiko. Et ici, il y a 2 instruments similaires. Ils sont creusés dans un tronc d'orme du Caucase en une seule pièce. Donc ce sont des troncs parfois très très gros. Et ils coupent plusieurs barils comme ça à l'intérieur d'un même tronçon. Ce qui fait que sur un même tronçon, ils arrivent à avoir plusieurs instruments. Ce sont des instruments dont le fût va durer plusieurs centaines d'années. Donc ces instruments vont nous survivre et dans 100, 200 ans, ils seront peut-être toujours en France ou en Europe. Il y a peu de chances qu'ils retournent au Japon. Les pots, elles vont être changées. Ils retournent au Japon tous les 10 ans, 8 ans, pour que les pots soient changés par le fabricant. La particularité de ces instruments, c'est qu'ils sont faits pour faire un son qui va très loin. Ils ont été utilisés pour connaître la taille des villages. Un village qui était riche avait un très gros taiko. Et donc, les frontières de ce village étaient grandes. Là où un village pauvre avait un petit taiko et des frontières plus petites. Ce sont des instruments qui sont aussi utilisés dans les temples pour parler aux dieux, pour interpeller les dieux. Donc c'est vraiment des instruments qui sont conçus pour faire un son qui va au-delà du visible. Et typiquement ici, quand on joue, on n'a pas besoin d'être amplifié. Malgré tout le bruit environnant, on nous entend très très loin. Et donc le sujet de ces instruments, c'est vraiment de donner toute l'énergie du corps de la personne, tout le cœur, pour envoyer le son, faire danser, faire partager, faire vibrer. Et en fait,
aussi, les personnes qui fabriquent le taiko, avant, ce n'était pas son principal métier. Parce que taiko, vous savez, ça dure longtemps. Par exemple, celle-là, ça va durer 100 ans à peu près. Et donc, ce n'est pas quelque chose, bon, au bout de 5 ans, on refait. Eh bien, donc, en fait, ce n'était pas possible de vivre avec ça. Aujourd'hui, il y a 2 sociétés qui sont très connues, qui arrivent à vivre avec ça, mais où ils font aussi autre chose à côté, comme Omikoshi, le temple qu'on prend comme ça. Eh bien, ce n'est pas l'économie qu'on imagine comme aujourd'hui. Donc, c'est important aussi de savoir que quand on achète la bonne qualité qui coûte cher, mais ça veut dire qu'on fait vivre cette personne. Parce qu'autrement, c'est très difficile. Et souvent, ce qu'on voit bien, c'est qu'on voit le taiko qui vient de Chine, qui n'est pas du tout la même façon de faire. Et du coup, cela n'est pas forcément respecter la nature, la façon qui prend beaucoup plus de temps, parfois 6 mois, 1 an. Et la fabrication en chinois, ça ne fait pas du tout ça, avec la façon chimique et tout et tout. En fait, en achetant ce type d'instrument, on contribue à la perpétuation de ces savoir-faire. Si plus personne n'achète cette qualité, ils mettent les clés sous la porte et on se retrouve avec des qualités de fabrication où c'est de la latte, où c'est de la peau de porc, où c'est d'autres techniques pour tendre les peaux. Et donc, on perd la particularité des instruments il y a un son très riche. Il y a beaucoup de graves, il y a beaucoup d'aigus. Ce ne sont pas comme des grosses caisses, par exemple. Donc, il y a vraiment... C'est comme au violon, vous n'imaginez pas quelqu'un venir faire un concert avec un violon en plastique. Ben, c'est pareil avec le taiko. On fait des concerts avec cette qualité d'instrument, mais on n'imaginerait pas faire des concerts avec une copie faite en latte de bois et une peau ressemblante, on va dire. Donc c'est un peu similaire. On va peut-être vous parler maintenant de... C'est quoi l'intérêt de ces arts traditionnels? Et puis, qu'est-ce que ça nous apporte à nous en France? Parce que quel est l'intérêt de faire ça pour un Français? On voit bien qu'au Japon, l'intérêt, c'est que ça fait vivre les communautés, non pas au sens économique, marginalement éventuellement, mais surtout au sens social. Les gens se retrouvent, ont des projets collectifs, quel que soit leur niveau social, quelle que soit leur profession, ils se retrouvent pour fabriquer quelque chose ensemble. Et ils fabriquent quoi? Ils fabriquent un moment de partage, ils fabriquent un moment de joie. Ce n'est pas de la matière, c'est du vécu. Et c'est ça la valeur et la qualité de ces arts traditionnels populaires, par opposition à des arts traditionnels élitistes. Et en France, est-ce qu'en France, on est dans une société où il y a plein de partages, tous les voisins se connaissent, il y a de la dynamique partout, etc. Parfois oui, mais pas toujours. On voit qu'on est une société où la tendance, c'est la disparition des petits commerces, c'est chacun chez soi, c'est les gens qui ne se connaissent pas, etc. Et on a autant besoin qu'au Japon de créer du lien. Créer du lien pour que les gens se rencontrent, vivent des choses, partagent de la joie, partagent de la dynamique, partagent de la contribution. Et c'est ça le sens de notre présence, nous, en France. Moi, j'ai appris le taiko en France avec une japonaise, mais je l'ai rencontré au Japon. Et quand j'ai vu cette cohérence entre le geste et le son, le geste n'est pas là pour faire joli, le geste est là pour le son. Un petit geste, un petit son. Un grand geste, un grand son. Et c'est comme une danse dont le sens, c'est le son, la vibration et le partage. Et j'ai dit, wow, c'est fabuleux, parce qu'avec ça, on crée de la vie, on crée de la joie. Et c'est ça que j'avais envie de faire dans ma vie. Et donc, Tsunagai Taiko, c'est ça le sens de notre école, de la boutique qu'on a ouvert à Paris récemment. C'est de créer du lien, créer de la vie, créer de la dynamique où les gens se sentent mieux dans leur corps, au présent, le cœur ouvert, avec toute leur énergie. Alors, mais je pense que c'est la même problématique qui se présente au Japon. Vous voyez, il y a plein de choses qui se passent et tout, mais tout s'appuie pas sur un instrument ou une art. Hein. Tout s'appuie sur la personne. Vous voyez, ce n'est pas un matériel qui est le plus important. Derrière les êtres humains qui créent tout cela. Si les commerçants ne peuvent pas vivre avec la richesse, eh bien, le groupe de Awa Odori va disparaître. Et c'est ça le problème au Japon, par exemple. Ou alors, si les jeunes retrouvent une tradition trop enfermée, trop codifiée, et qu'ils ne s'y trouvent pas, eh bien, ils vont arrêter. Et ils vont faire le rock, ils vont faire quelque chose qui s'y trouve. Et ces pratiques-là vont s'arrêter pour le coup. Voilà, donc c'est toujours une question d'être humain.
Donc, moi, ce que je ressens avec cet art populaire, il faut être vraiment dans l'art populaire. Ça veut dire que c'est la force de peuple. La force de vie. Le peuple, c'est qui? C'est nous, c'est vous. C'est pas autre chose. C'est pourquoi on parle aujourd'hui l'art populaire au Japon et en France, ici. C'est pas ailleurs, vous voyez? Je compte vraiment sur vous de faire. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec la culture japonaise? Mais vous allez faire quoi? Seulement consommer? Non, mais vous allez apporter quelque chose, un touche incroyable de votre manière. Par exemple, Tsunagani, on a aussi pris une touche très occidentale. On a pris une sorte d'approche psychologique qui vient d'Allemagne. Et ça se marie très très bien parce que notre public, ce sont des Français. Et si je parle de dire qu'il faut juste regarder, il faut faire comme ce que je fais, alors donc c'est comme ça. Il faut faire comme ça. Mais qui peut le faire? Et qui a envie? C'est pas dans la vie, c'est dans la contrainte, c'est dans la force. Tiens, si je montre. Par exemple, si j'apprends le taiko avec un geste dans lequel je dois rentrer, alors je vais essayer d'exécuter ce geste du mieux que je peux, peut-être à la perfection. Non, mais il faut être le bâti, la baguette, il faut être chaud la peau. Et non pas par là et là. Il faut être ici. Allez-y. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est pas faux, hein, c'est fort, hein, il faut faire fort. Je quitte, j'arrête. Voilà, parfois ce qui arrive Ça, c'est quand on avec la codifie façon trop. japonaise, trop de précision, trop de discipline, trop d'obligations. Ça, c'est quand on transforme un art populaire en un art codifié et rigide. Mais à la base, c'est pas ça un art populaire. Un art populaire, ça se transmet facilement et ça se partage dans la vie. Donc par exemple, si je fais les mêmes choses, mais avec mon repère et ma dynamique de vie et de joie. Et donc la psychologie qu'on a dit, c'est la psychologie de potentiel, la possibilité. Vous savez. Alors, c'est juste éveiller cette potentiel. Alors, on dit ça comme ça. Non-jugement. Tu fais ce que tu ressens et dans le non-jugement. Vous voyez la différence? Ça ne veut pas dire qu'on peut y arriver comme ça en claquant les doigts. On travaille bien sûr. En tout cas, il y a beaucoup de plaisir à le faire. Et en même temps, les élèves ou des gens qui viennent comme ça, ils en prennent le plaisir. Et c'est ça qu'on a envie de transmettre. Et c'est ça que je veux bien aussi, vous allez trouver dans la culture japonaise à votre manière. Alors, on va maintenant faire le dernier morceau. Ça s'appelle Yamabiko. C'est l'écho des montagnes. Nous, on va envoyer notre énergie pour créer le meilleur, pour là où il y a des gens qui ont besoin. Et on vous propose, vous, de penser à quelque chose que vous auriez envie de faire, tout de suite, tout à l'heure, demain, là où vous êtes, dans votre contexte, qui pourrait contribuer pour vous et autour de vous à quelque chose qui soit chouette. Libre à vous de le faire ensuite, de ne pas le faire, de le reporter. Mais on vous invite à décider de quelque chose pour vous-même. Vous n'êtes pas obligé de le partager, c'est pour vous. Et nous, on va envoyer notre énergie dans ce sens-là. Vous êtes prêts? Peut-être on donne un exemple, non? Ça peut être, bon, j'ai voulu apprendre la langue japonaise, mais ça a l'air d'être compliqué. Donc, j'ai pensé pendant 5 ans comme ça, mais je n'ai pas encore commencé. Eh bien, ça peut être un moment pour commencer.
Merci beaucoup. Donc on est là jusqu'à dimanche à la Japan Expo. Vous avez le numéro du stand qui est là. Et puis sinon, on a une boutique à Paris. Il y a des personnes qui peuvent vous donner des flyers. Donc voilà, on est disponible. On fait des cours et des stages toute l'année, de taiko, de awa odori. Voilà, et c'est vraiment un travail, non pas d'évasion, comme souvent dans les arts, mais au contraire de déploiement de soi, de déploiement du corps, de la dynamique, du cœur, de la présence. Voilà. Merci beaucoup.